Alors à ma droite, Jean-Marie Roire, écrivain, académicien, prix Renaudot, c'est l'une de vos caractéristiques communes, avec Avant-guerre et l'Interallié aussi. Ouais, et l'Interallié. Deux prix en commun. Vous avez... Ah oui. Il ne lui manque plus que l'Académie. Ah bah, d'ailleurs, première question, l'Académie française... Parlez pas de malheur. Non, d'abord Houellebecq, et puis après on verra. Ça vous dirait ou pas? C'est le prochain sur la liste, je crois, Michel. Michel Houellebecq. Hélène Carrère-Dancos a très envie de Michel Houellebecq. Vous savez, avoir envie que quelqu'un rentre à l'Académie, c'est un premier pas. Ouais. Mais hélas, ça ne suffit pas. Ouais. Vous savez, c'est un monde assez compliqué. Moi, je me suis présenté 5 fois. Ouais. Vous savez, donc je peux vous en parler, mais je crois pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Non, c'est pas... Non, mais l'Académie, Frédéric Becbédé, c'est l'habit vert, c'est... quelque chose auquel vous pourriez songer? Franchement, il faut le vouloir. Ça devient extrêmement bien fréquenté. Ah oui, on n'a pas toujours pu constater ça, mais il y a vraiment un recrutement de plus en plus exigeant. Ouais. Et donc, je suis assez pessimiste sur mon entrée dans cette institution. Voilà. C'est une phrase de candidat, on a compris. Voilà. Alors, Jean-Marie Roire, vous publiez votre, j'appelais ça le Lagarde et Michard du XXIe siècle, c'est votre anthologie. C'est une sorte de somme des écrivains que vous aimez, il y en a énormément, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, on va de Rabelais à Nietzsche, de Maupassant à Houellebecq, de Karen Blixen à Jean d'Ormesson. Autre point commun, puisque Frédéric Becbédé, vous voulez maintenant être Jean d'Ormesson, enfin Modiano, mais du plus loin que vous en souvenez, vous avez voulu devenir Jean d'Ormesson. Comment dire? J'ai connu Jean d'Ormesson parce que je le voyais à la télévision. Quand j'étais jeune, il passait à Apostrophe très régulièrement et c'était une figure de l'écrivain léger, drôle, cultivé. Et c'était très agréable. Et c'est peut-être... Jean d'Ormesson a une œuvre très importante, mais il a également beaucoup fait pour la littérature en parlant des écrivains et en citant les écrivains qu'il aimait. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, explique son amitié avec Jean-Marie Roire. Ce ne sont pas des écrivains qui refusent de parler de leurs collègues. Il y a des écrivains comme ça, qui vivent dans leur monde et pour qui c'est une... c'est presque une hérésie, une obscénité de s'intéresser aux autres et qui ne s'intéressent pas à leurs contemporains et qui ont leur monde à eux. Je pense que c'est une grave erreur. Et Jean d'Ormesson, il a cette qualité. Il a écrit beaucoup sur les autres écrivains. Alors, je continue la présentation. Donc, ça s'appelle « Ses amis qui enchantent la vie, passion littéraire ». C'est publié chez Robert Laffont. Et c'est donc votre anthologie, petit portrait de chaque écrivain que vous aimez. Les autres, vous n'en parlez pas, on passe. Et puis, extrait d'un de leurs textes. Alors, Henri Miller, Gary, Brantôme, et loin des boulevards trop fréquentés, Joseph Delteil ou Luc Dietrich. Et puis Frédéric Becbédé, à ma gauche, donc directeur de la rédaction de Lui, écrivain, prix Renaudot aussi, Interallié, on en a parlé. Vous publiez, vous, le meilleur. On va voir, est-ce que je voudrais savoir comment vous avez fait la sélection de vos interviews d'écrivains, des amis qui ont aussi enchanté votre vie, vos moments. C'est chez Grasset, ça s'intitule Conversation d'un enfant du siècle, et on y trouve Tom Wolfe, Bukowski, Catherine Millet, Michel Houellebecq, James Salter. Vous auto-interviewez aussi. Ardisson n'a pas fait de procès encore? Non, j'ai pas résisté à cette tentation de me poser les questions les plus désagréables possibles. Ouais, mais c'est très bien, c'est un moment très sincère. Puis Scott Fitzgerald aussi. Oui, alors voilà, il y a certains entretiens qui sont fictifs et posthumes. Oui, vous ne l'avez pas connu. Mais je pense que ce n'est pas une raison pour ne pas poser des questions. C'est pas parce que quelqu'un est décédé qu'il ne doit pas répondre aux questions qui fâchent. Alors pourquoi pas Jean-Marie Roire? Parce que, en fait, je vais vous expliquer. Jean-Marie Roire est celui qui a eu l'idée, le premier, c'est la vérité, il est remercié à la fin du livre, c'est le premier à avoir cru en moi comme portraitiste d'écrivain. Quand Jean-Marie dirigeait le Figaro littéraire, il m'a appelé un jour en me demandant d'aller interviewer Jean d'Ormesson, Philippe Solers, Bernard Franck, et il m'a fait preuve de cette confiance, et je ne pouvais pas l'interviewer dans son propre journal. Ça faisait lèche un peu. Ouais. Voilà. Ouais. Ah oui, dans le propre journal, oui.
Mais c'est vrai qu'en revanche, après, on aurait tout à fait pu le faire. Ça, c'est pas Frédéric, quand vous serez candidat à l'Académie, il faudra changer un peu. Parce que si vous ne voulez pas faire de lèche, alors là, vous êtes... Franchement, c'est très mauvais signe. Hein. Vraiment, non. Vous voyez, ne pas parler de moi, par exemple. Moi, je comprends très bien. Bon. Mais c'est pas comme ça qu'on vient élu à l'Académie. Moi, je vais y songer. Quel talent, Jean-Marie. Jean-Marie Roire, pourquoi il n'y a pas Jean-Marie, c'est pas seulement... c'est pas seulement un style, c'est aussi un physique. C'est aussi... Parce qu'il y a la beauté extérieure, mais aussi la beauté intérieure. Pas mal, lui. Oui. Mais derrière le playboy se cache un écrivain qui souffre. Un homme tourmenté. L'auteur du Goût du malheur. Ils ont choisi la nuit. Bien sur sûr. Les écrivains qui s'étaient suicidés. Oui. Jean-Marie Roire, pourquoi il n'y a pas... Non, continuez comme ça, Frédéric. Pourquoi il n'y a pas Frédéric Becbédé? Vous me posez une question essentielle. Houellebecq. Une question essentielle. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, mais pourquoi n'ai-je pas mis Frédéric Becbédé dans mon anthologie, alors que je n'avais pas mis Sartre, pas un écrivain secondaire, je n'avais pas mis Simone de Beauvoir, je n'avais pas mis Diderot, mais pourquoi pas Frédéric? Mais justement, Eh bien, parce que je suis au niveau de ces trois-là. La raison, c'est parce que peut-être je l'aime trop. Je l'aime trop et je ne voulais pas qu'il ait l'impression du copinage. Parce que je sais que c'est un homme qui a une éthique extrêmement sévère. Il est sévère avec lui-même comme il est sévère avec les autres. Et donc, je ne veux pas donner cette impression de copinage. Et puis, il y aura un prochain volume. C'est ça. Et s'il se comporte bien, c'est-à-dire s'il me met dans sa propre anthologie, eh bien, il a de fortes chances d'entrer dans la mienne. D'accord. Ce sera dans le prochain tome qui s'intitulera « Ses amis qui pourrissent la vie ». C'est ça, qui désenchantent la vie. Alors, Frédéric, ce livre, c'est au fond une nouvelle pierre, après dernier inventaire avant liquidation et premier bilan avant l'apocalypse, que vous apportez au mur que vous êtes en train de bâtir pour protéger la littérature contre ce tsunami d'indifférence qui, dit-on, la menace. Vous dites dans la préface, petit moment de lecture recueilli, j'aimerais plus tard qu'on dise des pages qui suivent « Oh, c'était des gens qui écrivaient des choses, mais surtout c'était des personnes qui s'asseyaient à une table pour discuter de littérature. Cela se passait à la fin d'un siècle et au début d'un autre, en un temps où ils étaient parmi les derniers au monde à s'intéresser à ce truc démodé. » La littérature va mourir, vous le pensez vraiment ? Non. D'ailleurs, parler de tsunami d'indifférence devant une salle pleine, ce serait ridicule. Ce genre de manifestation prouve au contraire que la littérature est très vivante. C'est vous qui dites que c'est démodé, qu'il n'y a que quelques-uns. Il y a des raisons de s'inquiéter, mais la principale n'étant pas tellement l'indifférence, mais plutôt la menace que je vois dans la disparition de l'objet livre en papier. Alors bon, je suis peut-être paranoïaque, mais je considère que lire un livre qui est un objet n'est pas la même chose que de lire un texte sur un écran. Ah oui, non, mais là, je vous corrige, parce que vous parlez des écrivains. Des écrivains, ça se passait au siècle dernier, de gens qui parlent de ce truc démodé qu'est la littérature. Donc là, on n'est pas dans le format, on est l'objet littérature qui serait quelque chose qui n'intéresse plus vraiment. C'est compliqué. Si vous voulez, par exemple, dans notre magazine, je me bats pour qu'il y ait des entretiens avec des auteurs, mais souvent, on vous explique que, pourquoi il n'est pas connu, ou je ne sais pas quoi. À la télévision, il y a de moins en moins d'émissions littéraires à la télévision. Donc oui, il faut se méfier, il faut un peu se battre. C'est pas une posture, disons... sioranienne, de dandy, d'esthète, pensant que tout s'écroule et qu'on est le dernier. Si, peut-être que si. Peut-être qu'il y a de ça. J'aime bien me plaindre et j'aime bien être inquiet. Je pense que la lamentation est une forme de style. Et je trouve que dans le monde actuel, quand même, on voit tous les jours de bonnes raisons d'avoir très peur pour les écrivains. Au fond, j'ai constaté parfois que j'aurais mieux fait d'être acteur de cinéma. Peut-être ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. C'est très difficile, l'écriture. Je n'ai pas choisi la voie la plus simple. Qu'en penses-tu ? J'ai envie de pleurer. Oui. Jean-Marie Roire, vous êtes un peu le gardien. Faut quand même pas charrier. Frédéric, la vie n'est pas quand même très difficile pour toi. Non, il y a eu des écrivains, regarde, Verlaine, Baudelaire,
qui ont eu une vie plus difficile que la tienne. Baudelaire est mort vraiment... plus jeune, oui. Oui. Jean-Marie Roy, vous êtes un peu le gardien de la littérature en tant qu'académicien, avec votre habit vert, cette épée, vous êtes un peu le chevalier des lettres. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, qu'au fond, c'est un plaisir qui, au fil du temps, ne va plus intéresser qu'une poignée d'irréductibles aimant bavarder la nuit avec un verre d'alcool et quelques femmes et hommes. Je ne me vois pas comme un gardien de musée avec mon épée en train de guerroyer contre les barbares, non. Non, je serais moins pessimiste que Frédéric. Je pense que la littérature, à toutes les époques, a été au fond aimée, appréciée, adulée par un petit nombre de personnes. Et il y a même eu des époques où il n'y avait qu'une dizaine de personnes au 7e, 8e, 9e siècle. C'était un moine qui était seul dans son monastère, assiégé par les Vikings, les barbares, de toutes sortes. Et il était seul en train de recopier des tragédies d'Aristote pour conserver ce patrimoine extraordinaire. Donc il y a eu des époques, et puis même à l'époque dans une époque assez favorable, qui était au 19e siècle, il ne faut pas croire que tout le monde, il n'y a qu'à voir les tirages au 18e, où pourtant la société était parfaitement en accord avec ces grands écrivains, où il y avait une sorte d'adulation des artistes, que ce soit les peintres. Il n'y avait pas d'écrivains maudits, pas de peintres maudits. Il faut voir les tirages. C'était une petite société. Donc je pense que cette société a toujours été petite, mais qu'en même temps, elle était fervente. Or, aujourd'hui, c'est vrai que la société littéraire, qu'a connue la France pendant très longtemps, c'est-à-dire ce que j'appelle la société littéraire, c'était à la fois la société, les élites, les écrivains, et qui se poursuivait jusqu'à l'académie, qui était, disons, la caisse de résonance. Puis les écoles d'écrivains, les parnassiens, les décadents, les symbolistes. Alors c'est vrai, ils avaient un rôle dans la société, c'est-à-dire que les hommes politiques, par exemple, avaient à cœur, il y a Choiseul, essayer de correspondre avec Voltaire, Bernice avec Voltaire, avec Diderot, sous la Troisième République, on essayait d'avoir Paul Valéry, Mauriac, Mauroy à sa table. C'était vraiment quelque chose qui allait avec la littérature. Maintenant, c'est vrai que la bonne société, s'il en reste, elle se fiche complètement de la littérature. Mais ça ne veut pas dire pour ça que les gens ne s'intéressent pas à la littérature. Parce que je voudrais dire, il y a quelque chose de compliqué dans cette idée de littérature, c'est que ça peut recouvrir plusieurs choses. Ça peut recouvrir à la fois les gens qui ont envie de se distraire en lisant de bons livres, ce qu'on peut comprendre. C'est un peu... Est-ce que je peux être pédant une seconde ? Ah oui, je vous en prie. Eh bien... J'allais dire, on est là pour ça. Vous savez, Dante disait qu'il y avait, dans la littérature, il y avait trois fonctions. Une fonction littérale, qui était de pouvoir lire un livre, et vraiment de s'y plaire et de le lire. Une fonction symbolique, c'est-à-dire de trouver dans ce livre, finalement, des signes. Et enfin, une fonction anagogique, c'est-à-dire métaphysique et spirituelle. Et c'est vrai, il y a des tas de gens qui se restent tout à fait à la lecture littérale. Et puis, après tout, ils ont raison. Quand ils lisent Alexandre Dumas, c'est vrai qu'ils ne cherchent pas la présence de Dieu ni une recherche spirituelle. Aujourd'hui, c'est plus Alexandre Dumas, c'est Guillaume Musso. Hein, Oui, mais... Et disons... Dimension anagogique. Mais je crains que ce qu'on ait perdu de vue, c'est justement ce que je crains, c'est la disparition de cette idée de la littérature comme une sorte de travail spirituel. Voilà. Mais est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est la vie ? Quand on lit vos deux livres, on s'aperçoit que finalement, si vous avez aimé lire, c'est parce que vous semblez demander aux écrivains, qu'ils soient vos amis ou pas vos amis, des leçons de vie. D'ailleurs, Frédéric, ce qui rend ce livre passionnant, intéressant, c'est que vous parlez certes de littérature, avec Tabouki, avec Umberto Eco, avec Catherine Millet, mais aussi de plein d'autres choses. Parler de leur façon de s'habiller, des cigarettes qu'ils fument, l'entretien avec Finkielkraut, on est chez Passard, vous l'emmenez à l'Arpège parce que vous vous dites, Finkielkraut, il a toujours l'air triste, etc. Et là, il va avoir des couleurs, des légumes sublimes, et puis il est heureux d'être là, et vous parlez de légumes, finalement. Or, en buvant du vin. En buvant du vin, il a l'air très heureux d'être là. Or, c'est vrai que quand on regarde la littérature, par exemple, Contre Sainte-Beuve de Proust, il disait, mais non, mais un écrivain,
c'est pas sa vie, quoi. Faut arrêter de demander aux écrivains d'être des prodiges de la vie. Vous citez Stendhal, que vous adorez, vous dites quand on lit la vie de Henri Brulard, on s'aperçoit que sa vie est chiante, pénible, médiocre. Or, c'est un écrivain génial. Pourtant, on a l'impression que tous les deux, vous demandez aux écrivains des leçons de vie, que vous avez appris la vie presque grâce à eux. Alors, d'abord, je suis plus dans le camp de Sainte-Beuve que dans le camp de Proust. Les deux s'en foutent royalement, mais je pense effectivement que quand on lit un livre, on ne peut pas faire abstraction complète de l'auteur. Quand je lis Scott Fitzgerald, je pense à sa vie, à sa femme, à ses voitures, à son smoking, etc. Et je trouve que c'est ça qui est passionnant dans la lecture, c'est de s'imaginer la personne qui est derrière, et d'entendre sa voix, mais aussi de s'imaginer sa vie. Et donc, je suis passionné par la biographie des écrivains, ce qu'effectivement Proust détestait. J'aime bien ce que, à un moment, Simon Liberati, dans le livre, parle des biographèmes. C'est ce mot assez moche que Roland Barthes avait inventé. En gros, chaque écrivain peut être défini par quelques détails de son existence. Vous voyez, si on prend un exemple, Jean-Marie Roire, c'est cette prestance de grand dandy et qui contraste avec des livres très mélancoliques. Si on prend l'exemple je sais pas, pour être simple, Amélie Nothomb, c'est les fruits pourris, vous voyez, enfin, Modiano, c'est le flou artistique, le bégaiement, les années 40, et en même temps le bégaiement à la télévision, etc. Chacun a des petits détails, et ce sont ces petits détails qui ne sont pas en fait encombrants, qui au contraire nous aident à mieux les connaître, les lire. Même leur corps est important. Ouais. Leur corps, leur visage. Vous parliez de Baudelaire, de Verlaine. Est-ce qu'on peut les lire sans penser ni s'intéresser à leur vie? Je ne crois pas. Donc après, ça c'est la première partie. Et d'ailleurs, je voudrais dire une chose, c'est qu'en fait, dans tout ce qu'a dit Jean-Marie sur le fait que la littérature n'a jamais intéressé grand monde, j'ai trouvé qu'il était bien plus pessimiste que moi. Mais bon, mais c'est vrai que ça a toujours concerné une élite, au fond. C'est très récent qu'on s'intéresse de manière massive aux écrivains. Ça vient depuis Bernard Pivot, peut-être. Fin de la parenthèse. Je n'ai pas fini, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, on va reprendre plus tard. Jean-Marie Roire, oui. Est-ce que cette anthologie... vous voulez répondre à Frédéric Becbédé ? Vous savez ce que disait Bernard Shaw ? Bernard Shaw disait « Voir un écrivain après avoir lu un de ses livres, c'est voir une oie après avoir mangé du foie gras. » Nous sommes les contre-exemples. Oui. Nous sommes les contre-exemples. Mais alors, je voudrais dire à quel point je me sépare de Frédéric Courtant, que j'aime comme un frère et qui sera dans ma prochaine anthologie. Je lui promets. Eh bien, je me sépare parce que je crois que Proust vraiment a dit quelque chose de fondamental. Fondamental, parce que c'est vrai que la vie des écrivains, c'est leur part périssable. Et que leur œuvre, c'est la transcendance de ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, Proust vous êtes très anagogique, hein ? Oui, c'est vrai. Je suis très spirituel, pardon. C'est vrai que c'est un chemin pas très fréquenté. Dans la pédanterie, on y est à fond, là. Et je crois qu'il faisait cette séparation, je vais encore être pédant, entre le moi social, qui est finalement méprisable souvent, et le moi profond, qui est justement ce que l'artiste exprime dans son œuvre. Et tous les malentendus, Frédéric, tous les malentendus littéraires sont venus de ce qu'on a jugé, à commencer par Sainte-Beuve. Il faut voir que Sainte-Beuve, c'est pour ça que je suis étonné que tu défendes sa méthode, parce que Sainte-Beuve s'est trompé sur tous les écrivains du 19e siècle. Il a éreinté Balzac, quand même, il faut le faire, en disant que c'était nul. Il a éreinté Stendhal, en disant que c'était exécrable. Il a passé son temps à éreinter les bons écrivains. Alors, franchement, si cette méthode était la bonne, on pourrait la suivre, mais il s'est planté. Il ne s'intéressait pas à leur vie tellement, en fait. Hein. Comment ? Mais si, parce qu'il disait, non, c'est là, c'est ce qu'il disait. Il disait, on m'a parlé de Monsieur Stendhal, j'ai des amis qui le connaissent très bien, je peux vous dire qui il est vraiment. Alors Proust dit, mais non, c'est de la connerie, parce que ce qu'on peut dire sur quelqu'un, c'est pas sa vérité littéraire ni artistique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est tellement trompé sur des écrivains au XIXe siècle.
Au XIXe siècle, où on a suivi cette méthode, en effet, on trouvait que Verlaine était un poivreau. Bon, il a eu 0 voix à l'Académie. Bon. C'est pour ça qu'il y a eu tant de malentendus. C'est pour ça qu'on a eu des malentendus sur Benjamin vous, Constant. Frédéric. Je peux répondre à cette agression caractérisée. Jean-Marie, soyons sérieux. Agression. Tout ton livre dément ce que tu dis là. Puisque ton livre parle de ces auteurs, de leur vie. Tu ne peux pas faire abstraction de ça. Ça t'intéresse énormément. Bien sûr, mais non, mais attends. Ça te passionne. Mais même Proust s'intéressait à la vie des écrivains. Mais s'intéresser à la vie des écrivains, avoir ce fétichisme pour les écrivains, avoir cette sorte d'idolâtrie qu'on peut avoir à trouver la mèche de cheveux de Napoléon ou la mèche de cheveux de Victor Hugo, bien entendu, aller dans les lieux où sont allés les écrivains, c'est une chose. Mais en conclure, tirer des conclusions de leur vie sur leur œuvre, c'est là où je crois. Mais c'est ce que tu fais. Mais oui, alors il a raison. Non, il a raison. Tout ce livre, vous dites voilà, j'ai appris la vie à travers ces écrivains. J'ai appris la vie, leur exemple, les expériences qu'ils m'ont fait partager m'ont aidé à vivre. Mais pas du tout. Que l'œuvre uniquement, pas du tout leur vie. Par exemple, vous citez, je sais pas, Karen Blixen, c'est aussi compliqué de faire abstraction de la vie qu'elle a menée. Maupassant, vous parlez de Maupassant, je vais citer quand même. Elle a eu la syphilis, par exemple, je n'ai pas eu la syphilis. Non, vous n'avez pas eu la syphilis. Enfin, pas encore. Non, mais en fait... Maupassant. Maupassant aussi. Non, écoutez Jean-Marie Roire sur Maupassant. Ce n'est pas un raffiné. C'est un homme aux primitifs et robustes appétits, bâti pour étreindre les créatures vivantes, pour pousser son brame à la lune, fait pour la compagnie des animaux, des arbres, des eaux courantes, plutôt que pour celle des hommes dont il se méfie. Un homme aux primitifs et robustes appétits, fait pour étreindre les créatures vivantes. Dans l'homme, là, on n'est pas uniquement au style. C'est quand même pas mal. Hein, c'est moche ce que tu fais. C'est moche, parce que là, mais vous voyez, ce que je vais dire maintenant... T'es en train de l'enfoncer, ça là. sera très faible par rapport à ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit, c'est vraiment pas mal. Même Frédéric sera obligé de le reconnaître. C'est vrai. Mais quand je vais en parler, ça sera beaucoup moins bien. C'est parce que le moi social est inférieur au moi qui écrit. Voilà. Non, oui, non, vrai. mais on est, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Et il est vrai qu'on vit dans une société où on oblige les écrivains finalement à résumer leur travail en très peu de phrases, en 4 minutes, et tu vois, dans des conditions qui sont absolument inverses à celles qui leur a donné envie un jour de prendre un stylo et d'écrire. Et autant que ça prend. Enfin, donc c'est vrai que la présentation des livres publics, ici on le voit, puisque on a 1 heure là, c'est pas mal. Nous bredouillons, nous bégayons, nous sommes intimidés, nous sommes maladroits. Mais comme nous sommes brillants à l'écrit, et bien sûr. Donc en fait, nous avons choisi d'écrire parce que nous étions mauvais à l'oral, souvent. Vous êtes 2 grands timides, hein, d'ailleurs, des timides contrariés. Jean-Marie Roire, Frédéric parlait tout à l'heure de vos œuvres, de vos écrits précédents. Dans Ils ont choisi la nuit, vous vous êtes quand même aperçu que les écrivains que vous aimiez, ces gens à qui vous demandez des leçons de vie, Drieux-La Rochelle, Romain Gary, Stefan Zweig, Hemingway, Jack London, s'étaient suicidés. On fait mieux quand même comme professeur de vie. Ou alors c'est l'école du drame. Oui, mais là, il faut prendre les choses dans leur substance, peut-être dans leur... c'est pas parce que j'ai eu beaucoup de ce sentiment qu'on a à l'adolescence, ce sentiment d'une fraternité avec des écrivains extraordinairement sensibles au point qu'ils se suicidaient, comme Drieux-La Rochelle. Ce qui m'a frappé dans ces écrivains, c'est qu'en fait, ils adoraient la vie. Personne n'aimait plus la vie que quelqu'un comme Hemingway ou que Jack London. Et pourtant, ils se sont suicidés, c'est un mystère. Alors, ce mystère a recoupé des épisodes de mon adolescence que je ne veux pas évoquer ici, parce que nous ne sommes pas pour faire du mélodrame. Mais donc, ça a touché beaucoup de... C'est vrai que j'ai connu beaucoup de gens qui s'étaient suicidés. Moi-même, j'avais connu cette tentation. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Mais quand je dis que j'ai tout appris de la littérature, c'est vrai que je suis un miraculé de la littérature, parce que je n'étais pas un bon élève comme Frédéric, je n'étais pas quelqu'un qui a eu son bac haut la main avec mention, j'étais quelqu'un qui était besogneux et qui, grâce à la littérature, subitement a été un miraculé, parce que j'ai pu faire de ma passion une vie. Donc c'est vrai que c'est dans la littérature que j'ai puisé, et je l'ai déjà dit, dans la lecture, pas seulement la littérature, mais dans la lecture du Mémorial de Sainte-Hélène,
où j'ai trouvé cette énergie, ce désir de vaincre l'adversité qui m'a sauvé la vie. Et vous, Frédéric, vous diriez ça aussi, trouver dans la littérature, justement, un moyen de sauver sa vie? Mais on a un autre point commun, qui vient d'une famille de collectionneurs, de gens qui étaient très érudits. Et, à Pau, dans la maison de mon grand-père, il y avait une grande bibliothèque. Et quand j'étais petit, on allait fêter Noël là-bas, et j'étais très impressionné par cette bibliothèque. C'était très beau, et il y avait tous les classiques, Balzac, Proust, tous les grands livres. Et j'avais l'impression que c'était le cœur de l'intelligence, mais aussi que tous ces livres, c'était pas des personnes mortes, c'était des voix vivantes qui pouvaient me parler. Et très curieux. Et qui vous disaient quoi, ces voix? Pour moi, la littérature, en fait, une bibliothèque, c'est un endroit rempli de fantômes, en fait. C'est rempli de gens, c'est hanté. Toutes les bibliothèques sont... C'est quand même un luxe inouï de pouvoir parler avec un gars comme Homère, ou écouter, simplement avoir quelqu'un qui est mort depuis 800 ans et qui vous dit quel temps il fait, quel temps il faisait en 1250. Mais si on prend cette image-là de la bibliothèque... C'est beaucoup plus puissant que le téléphone ou que Google. Mais lui, Jean-Marie Roy, dit que les livres... D'ailleurs, c'est placé sous le signe de Flaubert, ce livre. Le seul moyen de supporter l'existence, c'est de s'étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle. Lui dit vraiment que ça lui a sauvé la vie, ça l'a aidé à vivre. Ouais. Est-ce que, quand vous parlez de cette bibliothèque et de ces voix et de ces fantômes, ils vous disent quoi, ces fantômes? Ça a été quoi, pour vous, justement, la lecture de ces classiques, ou peu importe, ou des contemporains? Vous cherchez quoi dans la littérature? Alors, peut-être c'est l'inverse, c'est-à-dire que, en ce qui me concerne, j'ai été attiré par des auteurs autodestructeurs, parce que j'avais une vie d'enfant gâté. Oui, c'est vrai, une enfance, je suis né à Neuilly-sur-Seine, une enfance un peu gâtée, un peu bourgeoise et tout. Et en lisant certains auteurs, je me suis rendu compte que c'était dangereux, que la littérature c'était quelque chose de dangereux. Des gens qui faisaient des choses que je n'imaginais même pas faire, des choses dégoûtantes ou des choses courageuses. Ou très risqué, qui s'abîmait la santé. Pourtant, en même temps, quand on a lu un roman français, on découvre aussi votre père, qui était aussi, sous ses apparences bourgeoises, quelqu'un qui faisait aussi n'importe quoi. Par ailleurs, couvert de femmes, où ça changeait. C'est pas du tout n'importe quoi. Non, c'est pas du tout n'importe quoi, mais je veux dire qu'il n'était pas rangé. Il n'était pas rangé. Non, c'est vrai, mais très intéressé par la philosophie antique. Donc, du coup... je ne dirais pas que c'était pour faire plaisir à mes parents, parce que c'est plutôt l'inverse. Je pense que j'ai vu la littérature comme, oui, un guide pour exister, mais aussi une manière de se révolter, de ne pas correspondre au schéma qui était prévu pour moi, qui aurait été d'être avocat ou d'être, vous voyez. Vous auriez été un bon avocat? Non, je ne pense pas. Mais... Comment vous choisissez les écrivains que vous allez interviewer? Est-ce que vous les choisissez comme vous choisissez les filles qui sont en couverture de lui, c'est-à-dire uniquement sur des critères moraux? Sur le physique. Franchement, d'abord, je crois qu'il faut rappeler quelque chose. C'est que quand on peut avoir un endroit pour s'exprimer sur les livres, ce qu'on doit garder en premier, c'est la capacité à s'émerveiller. Donc ce sont évidemment des auteurs que j'admire. C'est très important de le rappeler. D'ailleurs, parfois, j'ai l'impression, en relisant ces entretiens, que je suis extrêmement naïf, innocent. Et, vous leur demandez des choses presque concrètes. Ouais. Je demande des conseils. J'ai l'impression, pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir dialoguer avec Bernard Franck ou de discuter avec tous ces écrivains, parce que... Oui, pour moi, c'est comme si... un certain nombre, d'ailleurs, nous ont quittés. Et le dernier, c'est James Salter, qui nous a quittés il y a quelques mois. L'idée d'avoir pu passer du temps avec lui, à discuter, pour moi, c'est... Avec Houellebecq, par exemple. C'est quelque chose de magique. D'ailleurs, je pense que quand tu parles d'anagogique, il y a quelque chose de religieux dans la littérature. Je suis athée, je ne crois pas en Dieu, mais... je crois qu'il y a quelque chose de mystérieux, de féerique et de magique
dans cette idée qu'on écrit, on cherche quelque chose d'autre. Alors on cherche la vie, oui, mais peut-être un petit peu mieux, un peu plus que la vie. C'est la fameuse citation que Jean d'Ormesson fait toujours, hein, j'écris parce que la vie ne me suffit pas, qui est une phrase de Pessoa. Mais c'est vrai, au fond, on écrit parce que la vie, ça n'est pas assez. Ça nous passionne, on regarde le monde, on essaie de le restituer, de le décrire, mais aussi de le rendre un peu plus beau. Et vous parliez de cette naïveté, c'est vrai, là, avec Michel Houellebecq, par exemple, c'est vrai qu'on a l'impression parfois, et c'est ce qui est très touchant de ce livre, d'un enfant ou d'un adolescent qui demande des conseils au grand frère. Quand on passe un certain âge, on devient plus réaliste, demandez-vous à Michel Houellebecq. Réponse de Michel Houellebecq, on devient de droite. Question, on cesse de vouloir changer le monde ? Je n'ai jamais voulu changer le monde. S'il y a un type exempt de tout engagement gauchiste dans sa jeunesse, c'est bien moi. Même dans Tech, bon après on part dans autre chose. Il y a cette naïveté qui est à l'œuvre d'ailleurs dans vos deux livres, de demander aux écrivains qui sont là, qui sont parfois devenus des fantômes, des choses extrêmement précises, des conseils pratiques d'existence, comme un mentor, comme un maître Jedi. Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Frédéric, mais à une nuance près. Parce que Frédéric parle de fantômes. Et moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je crois que les vrais vivants, ce sont ces écrivains qui, accessoirement, sont morts. Mais l'essentiel d'eux-mêmes est présent. Et vous savez, quand on a 18 ans et qu'on se retrouve dans sa famille, même dans les meilleures familles adorables, avec des parents qui vous aiment, et subitement les conversations, de savoir si on va aller à Courchevel, ce qu'on va faire, cet ennui pesant. Vous avez souffert, Jean-Marie, tout autant que non, Frédéric. pas du tout. Moi, j'étais dans une famille d'artistes. Où on ne parlait que de Degas, de Manet, tout ça. Vraiment, alors non, pas du tout. Mais il me manquait quelque chose quand même. C'était de pouvoir avoir autour de moi tous les grands esprits qui me passionnaient. Et c'est quand même une chose extraordinaire quand on a 18 ans, mais même quand on a 80 ou 90, c'est de se dire qu'on peut immédiatement être relié à quelqu'un qui est vivant dans le meilleur de sa vie, qui est un écrivain, et qui vous donne le meilleur de lui-même. Proust vous donne le meilleur de lui-même, Montaigne vous donne le meilleur de lui-même, tu parlais d'Homère, bien sûr, mais tous les écrivains, tous les artistes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, c'est un miracle permanent de pouvoir avoir à sa disposition de très très grands esprits. Et vraiment aujourd'hui, quand on dit voilà, les gens sont frustrés parce qu'ils n'ont pas accès, et c'est dommage parce que vraiment Qui n'ont pas accès à quoi qui n'ont pas accès à la culture. Ouais. C'est vrai pourtant, que voilà, tous les moyens sont donnés d'avoir cet accès merveilleux. Il suffit de prendre un livre et subitement vous échappez à l'horreur du quotidien, à la médiocrité du quotidien, et subitement, vous êtes dans les étoiles. Oui, mais précisément, Jean-Marie, moi, il y a une chose, là, dit comme ça, c'est très beau, mais quand on lit la préface de votre livre, très belle aussi, mais terrible, c'est-à-dire que vous décrivez votre jeunesse, le moment où chaque jour, avec votre maman, vous êtes en train d'écouter une émission de radio où on parle de littérature, où on lit de la littérature, vous êtes là, très heureux avec votre mère, et puis le père rentre, avec son pas pesant. Vous dites, mon père rentrait meurtri, blessé par les avanies et les déceptions. La vie courante lui était lourde. Et pourtant, il était artiste. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, c'est la question que je voudrais vous poser à tous les deux, à quoi bon la littérature ? On a compris que ça ouvrait sur plein de choses, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de ne voir dans la littérature qu'un échappatoire, quoi ? Ma vie est dans les livres que j'ai aimés, dites-vous, Jean-Marie Roy. De passer à côté de ce qu'on appelle la vraie vie. La vraie vie fitzgeraldienne, les voitures, les femmes, l'alcool, les fêtes. Tout est échappatoire. L'amour, c'est pas un échappatoire. Tout ce qui est dans notre vie, tout ce qui nous fait vivre, la foi, c'est pas un échappatoire. Tout ce qui nous fait vivre, en effet, c'est un échappatoire. Mais la vie, qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie avec les écrivains, qu'est-ce que c'est que la vie ? À quoi bon la vie ? La vraie vie, c'est la vie avec les grands esprits. C'est ça, c'est l'esprit. Pour moi, la vie, c'est l'esprit. C'est la dernière phrase de la recherche. Hein. C'est la vraie vie essentiellement vécue, c'est la littérature. On est d'accord. C'était quoi le problème ? Non, je disais, c'est pas un problème. Il essaie de nous opposer. J'essaie d'opposer de tempéraments non, mais je pense immédiatement réconciliés. Non, mais cette idée qui, moi, m'agace en fait profondément, souvent, quand on dit, bah voilà, j'ai lu des livres parce que je me suis ennuyé.
Et parce que quand j'étais petit, je m'ennuyais, donc j'ai lu des livres. Et aujourd'hui, les enfants ne s'ennuieraient plus parce qu'ils ont leur smartphone, etc. Donc ils ne liront plus. Cette idée aussi, il y a même eu une campagne de publicité un jour pour le syndicat de l'édition. C'était, au lieu de prendre un antidépresseur, lisez un livre. C'est-à-dire, en gros, vous êtes malade. Voilà, c'est soit on s'ennuie, donc on lit, et aujourd'hui, plus d'ennui, donc plus de lecture. Et j'ai l'impression que ce que disait Jean-Marie, c'est moins vrai pour toi, Frédéric, mais qu'il y a ce petit garçon qui est là, qui est dans la littérature, et puis quand la vraie vie arrive, le père qui rentre, eh bien, c'est moins bien. Et l'idée que la vraie vie est moins bien que la vie, les 1000 vies de héros dans la littérature, ça m'agace beaucoup. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est la réalité. C'est plus intéressant d'être Gatsby le Magnifique ou d'être D'Artagnan que d'être Christophe Onodibio. Merci. Non, sympa. Je dis ça parce que je te taquine. Non, en fait, alors, je vois pas ton problème. Je comprends pas quel est ton problème, mais je pense que tu voudrais faire une hiérarchie, mais il n'y a pas de raison. Ouais, dans à quoi bon ? C'est-à-dire que toi, tu te consoles avec la vie des écrivains. C'est-à-dire, au fond, voilà, Gatsby, il y a eu des fêtes, il y a eu une attitude, il y a eu des femmes. Ils ont eu une vie riche. C'est-à-dire que pour toi, les écrivains, c'est des professeurs de vie. Ils ont eu une vie géniale, donc j'ai envie de les suivre comme modèle. Et en plus, ils écrivent bien. Oui, mais j'ai envie d'être dans leur monde aussi, même quand c'est dépressif. Mais par exemple, les livres de Michel Houellebecq ne sont pas super joyeux. Et pourtant, moi, je me sens très bien, je m'amuse énormément. Je trouve ça très, très drôle, très triste. Je ressens énormément de choses sur notre époque en lisant Houellebecq. Les aphorismes de Cioran sont totalement déprimants, mais en même temps, j'ai l'impression d'une beauté de la vérité, une force de la vérité, en peu de mots. Et ça me convient... Donc on cherche autre chose qu'un divertissement, c'est vrai. Mais pour répondre à ta question sur aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'autres, des nouveaux modes d'expression, des nouveaux médias. Donc il y a les emails, les smartphones, les Internet, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu trop passif face à cette... c'est-à-dire qui ? Nous, les citoyens, les habitants du XXIe siècle. Nous... Tu vois, je crois que ce qu'il y a de différent, c'est que quand tu prends un roman, c'est toi qui fais la mise en scène de tout. C'est toi, dans ta tête, qui choisis finalement les visages, qui essaie tu rentres dans le cerveau de quelqu'un d'autre, mais c'est le tien qui fait un effort. C'est peut-être cet effort qui manque aujourd'hui. C'est ça que j'essaie d'expliquer un peu à ma fille. C'est que, oui, tu peux passer ta journée à regarder des vidéos sur YouTube, mais tu n'auras pas la même émotion que si tu avais, toi, fait cette vidéo dans ta tête. Je crois qu'il ne faut pas opposer cette vraie vie à cette vie fictive du roman. Moi, je crois que, du roman, de l'art, moi, je crois que ce qui est intéressant, justement, dans la littérature, aussi bien que dans la peinture et dans la musique, c'est que ça introduit dans notre vie quotidienne des éléments, justement, des éléments spirituel, ça soulève notre vie au-dessus de ce qu'elle est. Voilà. Et moi, très souvent, dans ma vie concrète, quand j'étais plaqué, comme ça m'est arrivé, je ne suis pas comme Frédéric. Frédéric n'a jamais été plaqué. Tous les succès, mais quand j'étais plaqué, je me précipitais dans Albertine disparue pour voir qu'est-ce qu'on éprouve quand on est quitté. Et je retrouvais exactement les sensations. Et ça m'aidait. Et vous recopiez des lettres parfois pour envoyer à celle qui vous avait plaqué, justement, une lettre prise dans la littérature. Merci Christophe, j'avais quand même suffisamment de substance pour pouvoir écrire une lettre d'amour. Mais, alors pour les lettres d'amour, je dirais ce que disait Mauriac. Vous savez, Mauriac disait « Je ne serai jamais heureux en amour. Parce que quand j'écris une lettre d'amour, j'écris aussi la réponse. » C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Contrairement à Frédéric, vous voyez, qui lui a tous les succès, d'ailleurs, qui a réussi à se marier, ce que je n'ai jamais réussi à faire. Mais enfin, donc je voulais dire, donc, cette chose qui est merveilleuse qu'apporte l'art, c'est de nous permettre de nous situer subitement, quand on voit que ce qu'on vit, nos souffrances, subitement prennent un sens avec, justement, des livres. C'est une consolation, quoi. En fait, je me suis fait larguer. Plus que ça. Mais comme... faut pas rabaisser Lucien de Rubempré. J'essaie de hisser le débat et Christophe le ramène au ras de terre.
comment expliquer Prenez votre temps. Revenons à Stendhal. Ouais. Sa métaphore de la branche d'arbre qu'on trempe, qui est la cristallisation, hein, une branche d'arbre très quelconque, on la trempe dans le ruisseau, quand elle ressort, comme il fait froid, on dirait un diamant, on dirait des diamants, une rivière de diamants. Le rameau de Salzbourg. Ouais. Pour moi, c'est vraiment c'est à ça que sert la littérature. Ouais. Vous prenez la réalité, la vie, d'accord, Ouais. on prend la vie, et puis en travaillant, par le truchement du style, de la forme, c'est quand même, faudrait en parler, c'est quand même ça qu'on cherche aussi, c'est-à-dire c'est que ce soit bien dit. Transfiguré. Exactement. On transfigure la réalité et on en fait une fiction qui est Et ben dans qui ce est cas-là, magique. et ben dans ce cas-là, Frédéric, pourquoi aller interviewer les écrivains comme si vous vouliez presque aller dans la cuisine? C'est exactement comme si Parce que- tu demandes ouais. à un magicien quels sont ses trucs. C'est ça. Oui, c'est ce que j'ai voulu faire. Mais bien sûr. pourquoi dévoiler cette magie si vous aimez en même temps cette cristallisation? Pourquoi aller voir comment c'est fabriqué Mais parce que et d'abord- livrer justement les secrets de ces magiciens à tout le monde? Parce que Oui. ça va être un énorme succès. Non, c'est une comment dire, une curiosité peut-être de jeunes écrivains ambitieux au début, puis à la fin de vieux notables sinistres. Mais en réalité, toute ma vie, j'ai voulu faire partie de ce club. J'ai essayé de comprendre le mystère de l'écriture, comment ils font. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils sont tous une méthode différente. Vous en avez qui sont très disciplinés, qui écrivent tous les jours, le matin, d'autres qui écrivent sur une banquette de taxi bourrée. Il y en a... chacun m'a donné une petite recette. Antonio Tabucchi, qui n'est plus, il dit, quand tu sais plus quoi écrire, passe au chapitre suivant. Et ben, je l'ai appliqué, ce ouais. conseil-là. Maintenant, à chaque fois, vous verrez dans mes livres, il y a des chapitres très courts. Parce que dès que je m'emmerde, Allez, Tabucchi. je passe au chapitre suivant. Ou bien Gabriel Matzneff qui dit un bon titre, il faut qu'il y ait la lettre R. C'est marrant. Effectivement, tous ces titres, à lui, il y a la lettre R. Et du coup, j'y ai pensé et là, j'ai vérifié. Il y a effectivement, lettre R, heureusement, il y a une lettre Il y a R. la lettre R. Pour terminer, avant de passer la parole à la salle pour quelques minutes, vous avez l'un et l'autre rencontré énormément d'écrivains. Je voulais savoir qui vous avait le plus impressionné et qui vous avait déçu. Parce que Jean-Marie, tu disais tout à l'heure, parfois, un écrivain génial, quand on le voit, tu citais cette phrase, c'était qui d'ailleurs ? Bernard Shaw. C'était Bernard Shaw, hein. S-H-A-W. Qui vous a le plus impressionné dans vos rencontres et qui vous a le plus déçu? Un souvenir? J'ai une frustration, c'est que dans ce livre, il n'y a pas Jean-Marie Roy. Ça sera réparé. Hein, pour Ça la fait suite. deux frustrations. Voilà. Non, en fait, j'ai rencontré... Dans Conversation d'un adulte du siècle, ça sera... Ouais. Non, dans le livre, il y a une rencontre qui est assez froide. C'est Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis que j'idolâtre. Il a arrêté de boire, alors c'est pour ça. Mais c'était un peu distant. Il a arrêté d'écrire d'ailleurs. Un peu froid, oui. C'est sans doute lié. Donc déception. Récemment, j'ai interviewé James Ellroy. Ça s'est très très mal passé. Il était très désagréable, mais en même temps, j'ai pas été déçu parce que je savais qu'il serait comme ça. Je savais, je l'attendais, et donc il n'a pas déçu. C'était simplement très antipathique à vivre. Et celui qui vous a le plus ensoleillé existentiellement, mis à part les recettes de Tabucchi, celui qui vous a vraiment vraiment impressionné? Dans ce livre, je ne veux pas faire de hiérarchie parce que je trouve qu'ils sont tous, chacun a sa personnalité évidemment. Mais il y a une conversation que j'aime beaucoup, c'est celle avec Jean-Jacques Schull. Je trouve que Jean-Jacques Schull est très spécial, il est très original. Et puis on apprend des choses. Il est assez poétique dans sa manière d'être. Mais je les aime tous. Jean-Marie, déception de jeunes journalistes D'abord les littéraires. admirations, il y en a eu beaucoup. Quand j'avais 18 ans, il y a eu Jean d'Ormesson, bien entendu, Jean Renoir, que je mettrais dans les grands artistes qui m'ont vraiment... La rencontre avec Jean Renoir a beaucoup compté pour moi. Ionesco, qui était merveilleux, Antoine Blondin, qui était merveilleux. Seule déception, c'est un écrivain que j'aime toujours beaucoup, qui est toujours vivant, c'était Michel Léon. J'étais le voir en 69, et c'est vrai que il m'a accueilli comme un chien. Et c'est vrai que nous n'avons jamais eu, alors que j'admire énormément ses livres, ils m'ont beaucoup influencé d'ailleurs,
et nous n'avons jamais eu le contact. C'est comme ça. Il n'y a Mais pas eu après la tout, rencontre. Mais Encore après tout, ça n'a aujourd'hui aucune importance. Ouais. Aujourd'hui encore à l'Académie. Encore aujourd'hui, oui. Encore aujourd'hui, subitement, j'admire son œuvre, mais l'homme lui-même n'a pas de contact. Alors qu'avec Jean d'Ormesson, il y a une communion merveilleuse, il y a quelque chose de magique. Vous vous baignez nus ensemble en Corse. Nus ensemble, c'est vrai. Ah oui. Faut Faut pas le dire, exagérer, faut pas pousser le bouchon trop Se loin. baigne nu avec Jean d'Ormesson. Qui dit qu'il écrit nu? C'est Bernard-Henri Lévy aussi. Bernard-Henri Lévy écrit nu. J'écris nu, ouais. Jean d'Ormesson aussi. Ouais. Et vous Jean d'Ormesson écrivez nu? écrit nu. Non, au contraire, il faut que je sois très bien Je habillé. crois pas qu'il écrive nu. Ah oui, ça c'est important ou vous plaisantez? Non, il faut bien être sûr, très bien, oui, très oui. tenu. Et justement, Jules m'a appris ça. Machiavel, pour écrire, il écrivait debout et il écrivait très bien habillé. Il se mettait en tenue un peu, voilà, en Pour tenue éviter d'apparat Ah oui. pour écrire. Henri Troyan aussi. Et votre tenue, Jean-Marie, votre tenue d'écriture, votre bleu de travail, Ma comme tenue, disait Dutour, Jean Dutour, son bleu de chauffe. Non, je ne voudrais pas Révéler quelques écrire secrets. nu. On... J'écris habillé. Vous écrivez- En femme. Habillé en femme. Encore. Ça c'est pas mal pour changer de personnage. Ça dépend du livre que j'écris. Il y a quelqu'un que je voudrais qu'on évoque avant de terminer cette petite session, parce que c'est un écrivain qui est à mon goût, plus et à votre goût, je le sais, plus assez lu, et qui est dans chacun de vos... Ah non, il n'est pas dans votre livre, vous ne l'avez pas interviewé, vous en parlez beaucoup, non mais c'est Paul Jean Toulet. Paul Jean Toulet, l'auteur des contre-rimes, je sais que c'est l'une. Alors il y a deux passions communes, Jean d'Ormesson et Paul Jean Toulet. Jean d'Ormesson, on le connaît très bien, mais j'aurais un petit mot de vous sur Paul Jean Toulet pour donner aussi envie aux gens qui nous écoutent de découvrir cet auteur basque. Eh bien, je vais vous citer une phrase de Paul Jean Toulet, parce qu'elle est tellement merveilleuse. C'est « Tout n'est que signe, masque et symbole, et peut-être qu'un jour, nous saurons de quoi ». Eh bien, c'est toute la littérature. La littérature, ce que nous cherchons dans la littérature, ce sont ces signes, ces masques et symboles qui nous dissimulent quelque chose de surnaturel. Et peut-être qu'un jour, nous découvrirons de quoi il s'agissait. Frédéric. Et alors, moi, je citerai le célèbre quatrain dans Arles où sont les alicants, quand l'ombre est rouge sous les roses, éclaire le temps, prends garde à la douceur des choses. Pour l'auteur du goût du malheur, se méfier de la douceur des choses, ça me paraît tout à fait le minimum. Merci. Merci, c'était très bien, auteur de La Jeune Fille Verte. Un mot avant de terminer donc, sur vos livres. Donc, dans les conversations d'un enfant du siècle, donc plusieurs interviews. Le casting est assez saisissant. Bernard Franck, Philippe Soler, Schul, Dustan, Tabouki, Eko, Matzneff, Kosri, Albert Kosri, Bukowski, Finkielkraut, Welbeck, Jandot, Bernard Lévy, Bret Easton Ellis et Scott Fitzgerald, James Salter qui nous a quittés. Et vous, auto-interview de Frédéric Becbédé, conversation d'un enfant du siècle, c'est chez Grasset, et ses amis qui enchantent la vie. Brantôme, je voulais qu'on parle de Brantôme, on en parlera une autre fois. Nietzsche, Maupassant, Zweig, Isabelle Eberhard, Voltaire, Rousseau, Suarez, Welbeck, Maurice Sachs et bientôt Frédéric Becbédé dans le tome 2. On a le temps pour 2 questions, pas plus. Allez-y, saisissez votre chance. Voilà. C'était plus une remarque pour M. Becbédé qu'une véritable question. Je voulais vous rassurer, M. Becbédé. Je pense que parmi tous les gens qui sont ici, beaucoup aiment lire et la littérature. Puis même si c'est sur un smartphone, une tablette ou une liseuse, ça restera du texte, ça restera ce que vous avez dans votre cerveau et ce que vous envoyez vers nous, lecteurs. Puis si en plus ça fait un véhicule de plus pour les gens qui ont des problèmes visuels ou autres, tant mieux. Les mots passeront, que ce soit sur parchemin, sur papier, sur pigeon voyageur ou autre. Rassurez-vous, ça reste de la littérature. J'espère que vous avez raison. Je voudrais juste dire, parce que je l'ai lu hier dans Le Parisien, apparemment dans beaucoup d'écoles de France, les livres scolaires vont être remplacés par des tablettes numériques. C'est pour les cartables qui sont trop lourds, parce que les scolioses se répandent. D'accord. Je trouve quand même que c'est un peu inquiétant. Pour une raison très simple, c'est que on ne lit pas de la même manière. Je ne crois pas. Mais je pensais pas du tout que ce serait démagogique de dire ça. Je pensais qu'au contraire, je serais hué. Mais à vrai dire, si vous faites vraiment, sincèrement, l'expérience de lire Proust sur un écran et de comparer avec l'effet que vous fait
sa prose sur du papier, Je l'ai vous fait, garantis que c'est pas du tout la même chose. Et je pense pas qu'on arrive à lire des milliers de pages sur un écran. Mais peut-être c'est une question de génération et que je suis simplement En tout un vieux cas, croton. sa phrase était belle. Les mots passeront. Je trouve que ça fait un peu. J'espère que vous avez raison. Voilà, les mots Rassurez-vous, passeront, ça fait un peu passera. long de phrase Je de lis code. 3000 pages sur liseuse. Bon, c'est pas Oui, grave. on va pas faire le débat là sur les supports. Mais rassurez-vous, hein, même ça si continuera, ça continuera. Voilà. Merci, monsieur. Une question. Il y a une main qui se lève. Les mots passeront, j'aime bien. Ça fait nom de code un peu. Tu sais, les mots passeront. Les mots passants. Voilà, les mots passants. Oui, j'avais une question. Vous avez beaucoup parlé des auteurs qui vous ont inspiré. Est-ce que vous avez aussi des lecteurs qui vous ont inspiré? Ah, Non, je laisse ça à Delphine de Vigan. Oui, moi, je dois avouer que beaucoup de lectrices m'ont inspiré. Oui. Mais ça, comme disait Landru au président du tribunal qui lui disait « Monsieur Landru, pouvez-vous m'expliquer? Vous preniez 2 billets aller pour Gambais et un seul billet de retour. » Et Landru disait « Monsieur le Président, vous franchissez là le mur de la vie privée. » merci à tous les deux pour cette belle prestation. Ces amis qui enchantent la vie, conversation d'un enfant du siècle. Vous allez signer maintenant. Alors vous signez où? À ton stand. Jean-Marie Stand. Vous les retrouvez sur leur stand, j'aime ce mot. Voilà, 10 minutes, faites vite.